Bonjour à tous, comme promis, cette vidéo de correction et de rappel du cours sur l'axe conclusif du thème numéro 5 en histoire spé, c'est-à-dire État et religion en Inde. Hein. Nous allons mettre en œuvre tout ce qu'on a appris dans la partie 1 du thème 5 et dans la partie 2 du thème 5. On va le mettre en œuvre justement dans un pays que l'on ne connaît pas, qui est très éloigné de nous, tant au niveau spatial qu'au niveau aussi culturel. Donc ben, voilà, on va voir appliquer en Inde. C'est pour aussi quand vous ferez des études supérieures, vous étudierez peut-être des pays très différents dont on n'a jamais parlé ou très peu au collège et au lycée. Eh bien, comme ça, vous aurez au moins les grilles de lecture de ce pays-là avec ce thème-là, hein, le thème numéro 5, qui est État et religion, en général dans tous les pays et dans toutes les époques aussi, hein, puisqu'on a vu, on a commencé à parler de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de la Renaissance, de la Révolution française, du 19e siècle et jusqu'à aujourd'hui. Bien, alors, dans notre cours en direct Zoom, nous n'avions pas fini la correction des documents que je vous avais donnés, hein, qui sont issus de manuels, qui n'est pas celui que nous avons. Donc, c'est pour ça que vous pourrez évidemment enrichir vos connaissances avec le cours et avec les documents, les activités qu'il y a dans votre manuel, en plus de ceux que je vous ai proposé de faire. Donc, c'était la correction du document où il y avait marqué la page 305. Eh bien, alors, je lis la question. C'est la question qui était la question 1 de la page 305. Pourquoi le conflit entre l'Inde et le Pakistan est-il disproportionné? Alors, le mot disproportionné, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre. On peut le trouver un autre synonyme, c'est déséquilibré. Les forces en présence ne sont pas équivalentes. Si on mettait une balance des deux côtés, bon, on verrait que les deux forces qui sont en présence, il y en a une qui est un peu plus basse et l'autre qui est un peu plus haute. Alors, quelles sont ces forces en présence? On vous le dit dans la question. Donc, deux forces, l'Inde et le Pakistan. Déjà, deux pays, vous avez vu sur la carte, qui n'ont pas la même superficie, loin de là. L'Inde fait à peu près 4 fois le Pakistan, et puis non plus, n'ont pas du tout la même démographie. Ça, vous savez, 1 milliard d'habitants pour l'Inde, mais un peu plus hein, maintenant, et puis pour le Pakistan, plus de 200 millions. Donc, évidemment, au niveau démographique, c'est très, très différent. Mais il y a aussi autre chose que la carte et les deux documents, donc documents 5 et 7 que vous avez dans le dossier que je vous ai donné à tous. Eh bien, on voit donc que les forces en présence sont déséquilibrées. Vous avez vu, j'ai pris un synonyme pour bien faire comprendre au correcteur que j'ai compris ce que voulait dire disproportionné. Alors après, je donne un argument ou deux, plusieurs. Donc l'Inde est beaucoup plus puissante que le Pakistan en général. On va voir pourquoi. Parce qu'elle possède des bases armées à l'extérieur, ce que ne possède pas le Pakistan, par exemple. Et la marine indienne est plus développée, sans S, c'est bien aussi, plus développée que la marine pakistanaise, puis vous voyez le nombre de bases militaires de la marine indienne sur le sol indien, hein, qui est 5 grandes bases militaires marines. Donc, on peut contrôler la mer qui est autour de l'Inde hein, et autour donc, du Pakistan, alors qu'au Pakistan, on ne voit pas sur la carte de base, en tout cas importante, de base de la marine pakistanaise. Elle existe peut-être, mais elle est beaucoup moins importante, en tout cas, que les 5 bases présentées sur la carte. On voit quand même pour dire, oui, mais monsieur, dans le document 5, c'est vrai qu'on voit que les forces s'équilibrent, notamment pour une chose importante, quand même, c'est que les deux pays ont eu à peu près en même temps hein, c'est la bombe atomique, ça on le sait depuis, ça c'est dans le document 2, hein, page 102, on voit que les deux pays ont eu la bombe atomique à peu près en même temps, donc voilà, ce sont des pays, ce sont deux puissances nucléaires importantes quand même. Et puis, bon, voilà, ça pourrait rééquilibrer ce que je viens de vous dire. Hein, d'accord. Donc, vous voyez, il n'y a pas une question, c'est pas tout blanc ou tout noir, ça vous le savez, mais on pourrait dire évidemment que ce sont quand même deux grandes puissances nucléaires. Question numéro 2, pourquoi le Pakistan et la Chine donc se rapprochent-ils? Alors ben voilà, parce que en vertu de la ligne traditionnelle de la géopolitique, l'ennemi
de mon ennemi et mon ami. Alors, qui est l'ennemi là? C'est le Pakistan. Il est l'ennemi de qui? De mon ennemi et notre ennemi, l'Inde, hein, puisque la Chine revendique une partie du Cachemire, bon, et une partie du territoire indien. Et il y a eu une guerre, hein, sino-japonaise, on l'a vu en cours en direct, dans les années 60. Donc, évidemment, eh bien, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. On va aider plutôt le Pakistan pour rééquilibrer la balance, si vous voulez, des forces en présence, pour affaiblir l'Inde. Et si on affaiblit son ennemi direct, eh bien, on a plus de chances de regagner ses territoires, ou en tout cas de présenter sur la scène internationale une puissance importante. Alors, comment se fait concrètement cette stratégie d'affaiblir l'Inde au profit du Pakistan? C'est la stratégie du collier de perles qui s'applique à la Chine, pas seulement pour le Pakistan, mais aussi pour d'autres. Hein. C'est la création de ports chinois hors de Chine, même jusqu'en Afrique, même jusqu'en Europe, hein, puisque la Chine a racheté le port du Pirée en Grèce, et puis aussi qu'elle a un port militaire et commercial à Djibouti, hein, une base militaire, la première base militaire chinoise sur le sol africain. Bon. Alors, ce collier de perles, création de ports chinois, donc militaires ou commerciaux, hein, bon, va s'appliquer donc pour aider évidemment au commerce du Pakistan sans passer par l'Inde, et favoriser le Pakistan, et puis l'appui scientifique aussi au Pakistan, qui peut se traduire par un développement militaire, mais aussi économique, grâce à l'aide de scientifiques chinois. On va faire de la coopération, on va envoyer des expatriés chinois aider les Pakistanais à développer soit leurs armes, soit leur commerce, et notamment voilà, les armes nucléaires au Pakistan, c'est dans le document numéro 6, par exemple. Alors voici le cours que j'espère vous avez lu juste après notre cours en direct, comme ça c'était tout frais. Alors, et ce cours-là apporte des éléments de connaissances, mais toujours sur le même thème hein, qu'on a vu hier, c'est-à-dire l'Inde est vraiment une mosaïque, un patchwork religieux qui a des conséquences sur, sur le gouvernement du pays, hein, sur la gestion des affaires publiques, c'est-à-dire de la politique. Hein. Donc, l'Inde, alors l'accroche, je l'ai produit donc comme une composition, comme une question, la réponse à une question problématisée, donc avec une introduction. Je suis désolé de le dire, mais avec mes élèves, l'introduction et la conclusion sera obligatoire, parce que c'est toujours une bonne chose de respecter le correcteur en lui faisant donc introduire le sujet et travaillant sur l'introduction du sujet. Et aussi, conclure le sujet, c'est aussi un respect du correcteur. Et je pense qu'il c'est bénéfique pour la notation, évidemment aussi. Donc, une accroche, alors elle vaut ce qu'elle veut, parce que elle est très personnelle, il faut en trouver une autre, mais l'idée, c'est quand même que l'Inde est un pays où les minorités religieuses sont très nombreuses, voilà, on peut dire où il y a beaucoup de religions, avec une religion majoritaire très importante, bien sûr, l'hindouisme, mais d'autres. Et cette mosaïque, ça ne va pas développer dans l'accroche, évidemment, on va le développer après. Et cette mosaïque de religion a eu et a, donc déjà, elle introduit une notion de chronologie, hein, d'accord, a eu, donc dans le passé, et a toujours, de nos jours, des conséquences politiques sur la gestion de l'État et sur les relations avec les pays voisins. Vous voyez, notamment le Pakistan qu'on a étudié en dossier documentaire. Voilà. On pourra introduire d'autres relations avec les pays voisins, notamment évidemment avec la Chine. Définition des termes du sujet. Alors, on va définir État et religion, ça on l'a déjà défini peut-être dans les thèmes, la partie 1 et 2 du thème 5. Mais bon, pourquoi pas, on aurait pu définir aussi État et religion. Mais on va définir aussi l'Union indienne. Alors, l'Union indienne est née d'une ancienne colonie britannique, il faut le dire. Ça a beaucoup influencé son mode de gestion. Hein. C'est une démocratie, c'est vrai. Hein. C'est une des premières démocraties en Asie, c'est un point original. Indépendante depuis 1947, elle a changé de frontière après le conflit. Alors, indépendante depuis 1947, démocratie depuis sa création. Et oui, elle a une constitution, peut-être influencée évidemment par l'ancienne colonie, hein, qui est elle-même aussi une démocratie. Elle a changé de frontière après des conflits. Donc, 1949, séparation du Pakistan oriental et occidental, avec la création d'un Pakistan unique, mais avec une partie à l'ouest et une partie à l'est. Bon. Et puis en 1971, le Pakistan oriental devient donc le Bangladesh. Donc, il y a deux pays supplémentaires, le Pakistan occidental qui devient le Pakistan point, et le Pakistan oriental qui devient
plus tard en 71, le Bangladesh, encore aujourd'hui. Les religions ont joué et jouent toujours des limitations temporaires implicites, 1947, aujourd'hui évidemment. Donc un rôle dans ces changements de frontières, dans la création de nouveaux États et dans la gouvernance des États. Vous voyez, j'ai défini et j'ai localisé, j'ai cerné le sujet au niveau historique. On parlera de l'indépendance de 1945 jusqu'à nos jours, d'accord. Et puis, géographique, ce n'est pas l'Union indienne, ancienne colonie britannique, si c'est l'Union indienne, mais ce n'est pas les Indes britanniques, puisqu'on ne parlera pas, ce ne sera pas central en tout cas, du Pakistan et du Bangladesh. On en parlera dans les relations avec l'Inde, bien sûr, mais notre sujet, c'est l'Union indienne, ce n'est pas la totalité des colonies britanniques de l'Inde. Alors, on en vient évidemment à la problématique. Eh bien, comment et pourquoi donc les religions en Inde ont-elles une place si importante dans la gouvernance de l'État indien? D'accord, j'ai mis comment et pourquoi, mais bien sûr, on aurait pu mettre en quoi. En quoi les religions, j'ai mis donc, puisque j'ai parlé de ça déjà. J'ai mis donc. Les religions en Inde ont-elles une place si importante dans la gouvernance de l'État indien? Voilà. Donc, c'est ma problématique. Comme c'est moi qui fais le cours, évidemment, on ne pourra pas dire que c'est hors sujet, puisque c'est mon sujet. C'est bon. Voilà. Annonce du plan. Alors, un plan, comme je l'ai dit, un plan thématico-chronologique. Nous étudierons tout d'abord la mosaïque religieuse indienne, c'est le but de notre cours aujourd'hui. Ensuite, sa volonté depuis l'indépendance de contrôler le pouvoir des religions sur l'État. Et enfin, la remise en cause récente de ce contrôle. On verra avec un personnage important, je pense que vous l'avez déjà cerné si vous avez regardé les chronologies, c'est le nouveau Premier ministre depuis 2015, qui s'appelle Modi, M-O-D-I, n'est-ce pas? Donc sa volonté, lui, de remettre la religion au centre, et sa religion, puis la religion hindouiste, la religion majoritaire, on va dire, au centre de la gestion des affaires indiennes. Je vous ai donné une frise chronologique vierge, évidemment, à vous de la compléter, évidemment, dans 1940, parce que je pense que ça vous a quelques années juste avant l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui. On mettra toutes les dates qu'on doit apprendre. Vous pouvez déjà les mettre, celles qu'on a déjà vues au départ, indépendance de l'Inde, la séparation avec le Pakistan oriental et occidental, la création du Bangladesh en 1971, par exemple. Vous devez évidemment les mettre dans cette frise chronologique vierge. Elle doit être complète avant le contrôle, évidemment, l'évaluation. Alors aujourd'hui, donc, c'est une grande diversité religieuse. Donc, je reprends la correction que l'on a fait ensemble, en ajoutant peut-être quelques éléments de cours. Selon le recensement de 1911, donc de 2011, l'hindouisme est la religion la plus pratiquée, avec 1 milliard de fidèles. La religion hindouiste, alors, évidemment, je ne vais pas vous faire un livre entier sur ce que c'est que l'hindouisme, mais il faut quand même avoir quelques notions. Alors, il n'y a pas de fondateur, contrairement à d'autres religions, comme la religion chrétienne avec Jésus ou la religion musulmane avec Mahomet. Bon, il n'y a pas de créateur. Pas de livre sacré au départ, en tout cas, donc il n'y a pas de Bible ou de Coran, ou de hiérarchie. Il n'y a pas de pape, par exemple, où il n'y a même pas d'imam. Bon. En tout cas, sa création est du Moyen-Âge, donc du XIe siècle. Ensuite, donc, petit à petit, jusqu'au XVe siècle, c'est pour ça qu'il y a une évolution, il y a apparition de livres sacrés qui vont essayer de résumer les grands principes de cette religion-là. Ça s'appelle les Védas. Ils sont traduits en français, je pense que vous pouvez le trouver. Écrit dans une langue unifiant les hindouistes, le sanskrit, qui est encore aujourd'hui une des langues majoritaires de l'Inde. Donc, pour lire les Védas, il vaut mieux savoir lire le sanskrit. Bon, ne vous inquiétez pas, il y a des traductions, comme je vous l'ai dit, en français et d'autres langues. D'un dieu principal. Donc, c'est une religion polythéiste, mais avec une hiérarchie dans les dieux. D'accord ? Comme peut-être l'Empire romain ou les Grecs, avec le père de tous les dieux, c'est-à-dire Zeus ou Jupiter. Alors, Zeus chez les Grecs et Jupiter chez les Romains, et puis après, des dieux qui sont dépendants de ce papa des dieux, si vous voulez. Ce dieu principal, là, s'appelle Brahma, et d'un territoire aussi sacré. Alors là aussi, là, on revient alors dans État, territoire et religion, un territoire sacré, donc il ne faut pas que les autres religions n'ont pas à conquérir ou ils ne sont pas à s'installer, s'appelle le Bharat. Il n'est pas délimité par des frontières précises. Ça va être évidemment un souci, avec des valeurs bien particulières aux hindouistes. Donc un régime alimentaire en grande partie végétarien, d'où l'importance des vaches sacrées, puisque la viande bovine est interdite pour l'alimentation. Croyance à la réincarnation, donc on peut changer
d'aspect. On peut redevenir un végétal ou un animal selon la boucle de ce qu'on fait quand on est humain. Et une société divisée en castes. Alors, les castes, peut-être que vous en avez entendu parler, je suis sûr même en économie, mais je vous le dis, alors c'est vraiment un système particulier, c'est-à-dire que c'est une organisation de la population donc particulière, et ça vient de l'hindouisme, en 4 groupes précis, avec des groupes supérieurs, comme les brahmanes, c'est le groupe supérieur, et puis le groupe inférieur s'appelle les intouchables, qui ont un statut donc inférieur et qui exercent les métiers les plus difficiles ou les plus simples. Bon, ces groupes sont hiérarchisés et endogames. Alors l'endogamie, vous l'avez fait en économie, je pense, c'est qu'on se marie dans la caste, hein, le mari et la femme appartiennent à la même caste, donc les castes supérieures avec les castes supérieures et puis les castes inférieures avec les castes inférieures. D'ailleurs, un intouchable n'a pas le droit de se marier avec un brahman, par exemple. Ça crée beaucoup de choses. Donc, ça crée une société très, très hiérarchisée et très fermée, on va dire, avec vraiment une hiérarchie qui ne peut pas être cassée. C'est divisé en castes. L'islam est présent depuis. Alors voilà, on a vu la religion principale avec l'hindouisme, on pourrait en faire un livre sur qu'est-ce que l'hindouisme, et j'espère que vous pouvez aller voir dans votre livre et d'autres livres aussi au CELI ce qu'est l'hindouisme, avec des photos de Brahma, du dieu, avec plusieurs dieux aussi, les autres dieux, Shiva par exemple, voir quels sont ses attributs, si ça vous intéresse. Et puis on passe aux religions minoritaires, notamment l'islam et le christianisme et d'autres. Voilà. Donc, vous voyez, deuxième paragraphe, deuxième sous-paragraphe du grand 1, les religions minoritaires. Je commence par l'islam. L'islam est présent depuis le 7e siècle, donc presque depuis sa création, quelques années après, par le biais de marchands qui ont été islamisés, bien sûr, qui sont venus de la péninsule arabique. Et pourquoi cette religion est si importante en Inde encore? Parce que du 16e siècle jusqu'à la colonisation anglaise, au milieu du 19e siècle, eh bien, le pays, et oui, même si c'est une minorité religieuse, à l'époque aussi, encore aujourd'hui, est gouverné par des califes, donc des hommes politiques, l'État, qui sont musulmans et qui gouvernent une majorité d'hindouistes. Et oui, d'accord. Donc c'est d'origine mongole, c'est les Khans, par exemple, Gengis Khan, ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est là qu'ils gouvernent une grande partie de l'Inde actuelle, et même des colonies britanniques comme le Pakistan, le Bangladesh. Donc, d'où l'importance de la religion musulmane au nord du pays, puisque c'est là où était le centre du pouvoir de ces Khans d'origine mongole, mais qui gouvernaient sur la grande partie de l'Inde. Donc, elles imposent tout ce qu'il y a avec, ça on l'a vu, tout ce qui est avec le gouvernement d'un pays musulman, comme au Moyen-Âge, c'est-à-dire le dhimmi, donc l'impôt pour ceux qui ne sont pas musulmans, donc les religions, les chrétiens, les hindous ou d'autres religions qui doivent payer un dhimmi, c'est-à-dire un impôt pour être protégés par le calife. Donc voilà, tous ceux qui ne sont pas musulmans, ils sont un peu, c'est pas discriminés, mais ils payent un impôt de protection. Ou alors, certains se convertissent à l'islam, donc plus conversion à l'islam, si l'on veut devenir fonctionnaire, si on veut devenir, si on veut être dans l'armée, si on veut être dans la justice, si on veut être dans la comptabilité ou dans l'État, de participer à l'État, ou si on veut être ministre ou conseiller des ministres, eh bien, il faut obligatoirement se convertir à l'islam. Donc, beaucoup vont se convertir à l'islam, et c'est là que l'islam va gagner des millions d'adeptes pendant cette période. Donc, c'est une obligation d'être devenir musulman si on veut être fonctionnaire dans un État musulman à l'époque. La colonisation britannique s'est appuyée sur les hindous, réputés moins violents, contre l'État étranger. Donc, il y a une diminution de l'importance de l'islam après la colonisation anglaise, puisque les hindous ont, pendant des siècles, depuis le VIe siècle, ont été gouvernés par des personnes qui n'avaient pas leur même religion, et ça ne s'est pas trop mal passé, parce que justement, ils ne voient pas dans la vie terrestre, et donc dans la gestion de la vie terrestre par la politique, quelque chose de très important. Ils croient à la réincarnation, et ils pensent que il vaut mieux, on passe à l'au-delà, qui est plus important que la vie politique sur Terre. Donc, moins revendicatif au niveau du pouvoir politique. Alors que les musulmans, vous l'avez vu, l'islam, c'est une religion à la fois, c'est une religion, mais c'est aussi un état d'esprit politique.
Donc, il y a un lien très important entre l'État et la religion dans un pays musulman, hein, comme sous le calife de Bagdad, comme on l'a étudié dans la première partie de ce thème 5. Donc, les musulmans seraient plus revendicateurs et peut-être plus critiques envers le colon britannique. Alors, et troisièmement, dans les autres religions, par la chrétienté, on va voir d'autres religions minoritaires sont présentes, le christianisme depuis le XVIe siècle et l'installation de comptoirs portugais, comme à Goa. Ah oui, c'est les Portugais qui ont donné ce nom-là comme au Pointe-Noire, ça a été Punta Negra, ça a été donné par les Portugais hein, au Congo, au Congo-Brazzaville actuel. Eh bien, Goa aussi, c'est un nom portugais. Et donc, vous avez vu sur la carte, hein, la majorité des chrétiens sont situés à Goa et au Kerala. On le voit évidemment parce que c'est une explication historique, hein, parce que les premiers portugais, français, anglais, qui étaient évidemment chrétiens, eh bien, se sont installés sur ces côtes-là. Hein, et donc, on convertit une partie de la population. Donc, encore aujourd'hui, les chrétiens sont situés ici. Vous voyez l'importance, le poids de l'histoire pour expliquer la géographie actuelle. C'est pour ça qu'on fait les deux en même temps. Et les Français à Pondichéry, par exemple. Le bouddhisme, le sikhisme, hein, les sikhs qu'on a vu là, le jaïnisme. Vous irez voir qu'est-ce que c'est que le jaïnisme. Eh bien, ce sont ces trois religions dérivées de l'hindouisme, car ne respectant pas toutes les croyances et les pratiques de l'hindouisme unifié. Mais ce sont des religions hindoues, alors avec donc plusieurs dieux, mais avec des dieux supérieurs à d'autres. Hein, mais par contre, ils ne respectent pas l'idée de la caste et ils ont des interdits alimentaires différents. Par exemple, les Sikhs mangent de la viande bovine sans problème. Il n'y a pas de problème de vache sacrée dans leur histoire. Mais ils ont quelques dieux qui ressemblent, qui ont le même nom, hein, que la religion hindouiste. Vous voyez, donc ils partagent ces mêmes dieux, ils partagent certaines valeurs, mais pas tous. Donc c'est pour ça que je dis que c'est dérivé de l'hindouisme. Voilà, merci de m'avoir écouté. On se retrouve donc au prochain cours en direct pour continuer et pour finir hein, dans le grand 2 et le grand 3 que je vais vous présenter en cours pour donc cet axe conclusif, État et religion en Inde. Merci de votre attention.